L'histoire de l'atome commence dans les années 500 avant Jésus-Christ. À cette époque, la science à proprement parler n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expérimentation. Ce qui prévaut, c'est l'art de discourir. En d'autres termes, on pourrait dire que celui qui a raison, c'est celui qui a le dernier mot. Deux visions vont alors s'opposer. Démocrite voit la matière comme une plage de sable. Pour lui, la surface en apparence lisse est en fait composée de minuscules particules indivisibles, atomes, entre lesquels il y a du vide. Aristote trouve cette idée farfelue. Pour lui, la matière est continue et elle se compose d'une combinaison des 4 éléments fondamentaux, soit l'air, la terre, le feu et l'eau. En réalité, il est tout à fait absurde pour Aristote que la matière puisse être solide et pourtant puisse comporter du vide. Démocrite le voit plutôt comme un château de sable qui, malgré sa rigidité, comporte du vide entre les grains de sable. À la prise de l'Empire grec par les Romains, les réflexions d'Aristote comme celles de Démocrite sont mises de côté. Les Romains, redoutables puissances militaires et grands innovateurs technologiques, ne montrent que peu d'intérêt envers la science et la compréhension de la matière. À la chute de l'Empire romain, l'Europe sombre dans des années de guerre et de famine. On appelle cette période le Moyen Âge. Une série d'événements feront naître la science en Europe. À la chute de l'Empire byzantin en 1453, les érudits de l'ancien empire grec fuirent vers l'Italie et amenèrent avec eux l'une des plus grandes richesses issues de leur passé, soit les écrits de Platon, Socrate, mais aussi d'Aristote et Démocrite. Ces idées trouveront terre fertile en France et en Angleterre, et c'est en pleine Révolution française que Antoine Laurent de Lavoisier tirera une conclusion qui sera marquante pour l'histoire de l'atome et de la science en général. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette phrase désormais célèbre est le concept clé de l'ensemble de vos cours de sciences. Malheureusement, Lavoisier n'était pas du bon côté à une époque où une guerre faisait rage. Il mourra guillotiné, place de la Concorde, Paris. Lagrange, un éminent mathématicien, dira « Cela leur a pris un instant pour lui couper la tête, mais la France pourrait ne pas en produire une autre pareille en un siècle. » Au début des années 1800, John Dalton, un Anglais, mène des expériences sur la solubilité des gaz. Il tirera de ces expérimentations 4 grandes conclusions sur sa conception de la matière. L'atome est indivisible, tous les atomes d'un même élément sont identiques, tous les atomes d'éléments différents sont différents, et dans une réaction chimique, les atomes se recombinent pour former de nouveaux produits. En 1896, Sir Joseph John Thomson tire des conclusions des expériences de William Crookes et de Jean Perrin. Lorsqu'un rayon cathodique pénètre un champ magnétique, il dévie de sa trajectoire. Dans son modèle, Thomson explique ce phénomène en disant qu'il est possible de soutirer à l'atome en apparence neutre des particules de charge négative, qu'il appelle électrons. Pour assurer la neutralité de l'atome, il doit pourtant avoir des charges positives, mais Thomson voit bien que celles-ci ne peuvent être arrachées comme les électrons. Selon lui, l'atome est donc semblable à un pain au raisin, avec une pâte positive de laquelle nous pourrons arracher des raisins négatifs. Il brise ainsi une croyance datant du tout début. L'atome n'est plus indivisible. En 1899, soit seulement 3 ans plus tard, un collaborateur de Thomson, Ernest Rutherford, mène des travaux à l'Université McGill de Montréal sur la radioactivité découverte par Becquerel en 1896. Il découvre ainsi les 3 types de rayonnements émis par l'uranium, soit les rayonnements alpha, bêta et gamma, dont nous traiterons dans une autre capsule. En 1911, Rutherford envoie des particules alpha de charge positive vers une mince feuille d'or. Rutherford sait qu'il existe un vide entre les atomes. On peut donc comprendre qu'une partie du rayonnement traverse sans être déviée, mais à la grande surprise de Rutherford, une portion non négligeable des rayonnements est déviée. Rutherford dira « C'est presque aussi surprenant que si vous tiriez un obus de 15 pouces sur un mouchoir en papier et qu'il revenait vous toucher. » Rutherford en tirera 3 conclusions fondamentales.
L'atome est constitué d'un noyau dense où s'amassent des charges positives, les protons. Les électrons gravitent autour du noyau à une très grande distance de celui-ci. L'atome est en grande partie constitué de vide. Alors qu'il est directeur du laboratoire Cavendish à Cambridge, Rutherford verra passer James Chadwick, Niels Bohr et Robert Oppenheimer, soit le père de la bombe atomique. Anobli en 1931, il meurt le 19 octobre 1937 et est inhumé à l'abbaye Westminster aux côtés de Sir Isaac Newton et de Lord Kelvin. Jeune docteur en physique, Niels Bohr s'amène à Cambridge pour pouvoir travailler avec le grand Joseph John Thomson. Il y rencontrera Ernest Rutherford, avec qui il mènera des études sur l'atome. Reprenant le modèle de Rutherford, Bohr le complète en précisant que des électrons ne tournent pas de façon aléatoire autour de l'atome, mais sur des couches électroniques. Et que, lors du passage d'une couche à l'autre, l'électron perd de l'énergie sous forme de photons, lumière. En 1907, un jeune Anglais, James Chadwick, souhaite s'inscrire en mathématiques à l'Université de Manchester, mais s'inscrit par erreur en physique. Trop gêné pour avouer son erreur, il se joint à l'équipe d'un certain Ernest Rutherford. Lors d'une expérience, Chadwick découvre un rayonnement corpusculaire qui n'est pas dévié par un champ électrique. Il en conclut qu'une autre particule se situe dans le noyau pour maintenir les protons ensemble, le neutron. Chadwick est aussi un des physiciens qui travaillera sur le projet Manhattan. Ainsi, celui qui s'était inscrit en physique par erreur deviendra un des principaux physiciens du siècle. Le 20e siècle a vu naître des physiciens dont les découvertes marquent l'imaginaire, pour le meilleur et pour le pire. Le 21e siècle est rempli de promesses où l'atome n'a pas fini de nous impressionner. Qui seront les prochains à marquer l'histoire de la physique?